Moi, c'est Antonin, j'ai 36 ans, je viens de Grenoble, c'est là où j'ai grandi avec mon associé Mickaël. On a grandi en face d'une chaîne de montagne qui s'appelle Beldon, le nom de la marque. C'est un clin d'œil évidemment à notre enfance et à là où est née notre amitié. Et maintenant, ça fait 6 ans qu'on a lancé la boîte Beldon qui est derrière moi. À la base, moi j'ai fait parcours on va dire classique, école de commerce, et ensuite je suis tombé dans le consulting. J'avais aucune idée de quoi faire et en fait j'ai bossé dans la transformation numérique. Donc en gros j'ai aidé des grosses boîtes à régler leurs sujets avec le numérique. Donc c'était mon métier pendant 4 ans et demi. À côté de ça, moi j'étais un vrai passionné pour le coup de la SAP mais aussi de la basket. Alors j'ai jamais été un collectionneur de marques type Nike, Adidas, etc. ou d'aller vraiment sur StockX. Non, moi j'étais plus sur qualité de produit, essayer de comprendre quand j'achetais une maille, admettons, où est-ce qu'elle était filée, où est-ce que la façon était faite, essayer de comprendre le rapport qualité-prix derrière des produits. Je commençais à avoir un salaire qui était cool en arrivant à Paris et je me suis dit, bah voilà, au même titre que j'achète des tomates bio, j'essaie d'acheter des produits qui me font plaisir et qui sont, en tout cas pour la communauté, pour le monde, plutôt vertueux, quoi. Donc ça a commencé comme ça et au final, Beldon, l'idée c'est venu, moi j'avais des marques de chemises que j'aimais bien, des marques de pantalons que j'aimais bien, des marques de vestiaires que j'aimais bien et en fait pour la basket, au final, j'ai pas un player qui venait tout de suite. Moi, j'avais en tête que tu avais le monde qui était divisé en 3 grosses catégories à l'époque qu'on a lancé. Tu avais Adi, Nike, etc. Moi qui me parlais pas trop. Et chaussures très premium, type Lanvin, machin de ça, qui était trop cher pour moi. Et après, les marques responsables à l'époque, qui pour le coup, moi, je trouvais que le discours était cool, mais il manquait le côté un peu mode, un peu plaisir de l'achat. Et du coup, on a essayé de faire un peu un mix de tout ça en disant, moi, ce que j'aime quand j'achète une paire, c'est me faire plaisir avant tout, que le design soit vraiment cool, plutôt vintage, un peu référencé, avec une super qualité de matière qui dure longtemps fait en Europe. La proposition de valeur Beldon, elle est née comme ça en fait du besoin quoi et du fait de se dire que sur le marché il n'y avait pas grand chose qui me convenait à la base quoi. Tout on a appris sur le tas. Ce qui est super cool c'est qu'on a lancé dans une époque où en fait t'as internet. Avec les podcasts maintenant c'est encore mieux. Et à l'époque tu pouvais aller sur des forums et en fait commencer à te faire ta culture. Et moi je trouve que c'était un point hyper important et c'est un peu le seul conseil que je donne quand on me dit ouais si je veux lancer une boîte, c'est déjà faire l'effort d'essayer de se projeter dans le métier. Donc voilà ça s'est lancé comme ça ouais. Mais pas chausseur à la base. Beldon, c'est une marque qu'on a lancée en 2018. Le métier de Beldon, c'est de proposer des sneakers premium inspirés du vintage avec des matières de super grande qualité et des looks, on va dire, assez contemporains. Et le tout dans une démarche, on va dire, responsable parce que toutes nos matières viennent d'Europe, donc les cuirs d'Italie, les semelles du Portugal et la façon est faite aussi au Portugal. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 2018, ça n'a jamais changé. On avait commencé ce projet, on va dire, par passion. Et c'était un projet quasiment soir et week-end quoi. On avait tous des jobs à côté et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à tirer un peu le fil en disant faire un premier design. Donc moi j'ai désigné la première paire, la B0 qui est aujourd'hui toujours en vente sur le site. On a commencé à faire les couleurs, à toucher les cuirs, à voir le produit prendre vie. Et ça a été vraiment comme un virus quoi. Au bout d'un moment, moi j'arrivais plus du tout à travailler dans mon ancien taf. J'avais vraiment mon cerveau qui était pris à 100% par Beldon. Et au final, on a commencé à se préparer à faire un lancement et on était complètement prêt. Et au moment où on passe la commande, on va dire à l'usine, parce qu'on avait mis un peu d'argent de côté, on était sur une petite prod pour le lancer. On a fait une campagne de financement participatif sur Ulule juste pour voir si les messages qu'on avait imaginés pouvaient bien passer. On avait les photos, enfin tout était prêt quoi. On a eu vite un relais par comme un camion. Vraiment, on n'avait pas beaucoup communiqué dessus et on a vendu plus de paires qu'on avait imaginé. Et donc là, d'un coup, de se rendre compte que vraiment ce qu'on a imaginé, on le confronte à une réalité et que ça marche, bah, c'est moi, mon souvenir, c'est à ce moment-là que, voilà, que ça prend vie. Donc ça, c'est un effet hyper marquant. L'ambition de Beldon, c'est de se dire qu'on fait un produit avec vraiment une expérience premium, c'est-à-dire des matériaux vraiment de très grande qualité à un prix que tu trouves pas parce que tu payes pas la griffe de la marque, de la maison de luxe, quoi. C'était un peu cette trend de luxe accessible auquel moi j'étais hyper client, hyper sensible et toujours, et qu'on essaie toujours de promettre. En fait, tous nos produits sont faits dans une usine qui est voilà, spécialisée dans les sneakers haut de gamme. Comme je disais, tous nos cuirs sont de super qualité. On a des doublures en cuir de vachette, donc c'est pas le cas sur beaucoup de marques. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une belle expérience de marque, d'avoir un produit hédoniste où tu te fais vraiment plaisir et de t'acheter en fait une paire de luxe sans payer le prix d'une griffe de luxe. En fait, c'est un peu l'idée derrière Beldon. Tel aussi le côté on va dire stylistique. Nous, on est un peu à l'inverse de l'ostentatoire. On a une espèce de certaine vision de l'élégance, tu vois, du bon goût. Et l'idée, c'est de trouver vraiment à chaque fois des icônes du passé qu'on re-challenge un petit peu avec voilà, les trends du moment. Mais on a toujours en fait une espèce de take un peu vintage dans tout ce qu'on fait, assez héritage, avec des matières vraiment cool. Donc pour moi, ça représente un peu les objets de désir, quoi. C'est tout ce que j'aime, c'est le vintage et la qualité, quoi.
On est une marque de sneakers depuis toujours. En revanche, on va dire nos deux piliers qu'on fait un produit, donc la proposition de produit, c'est comme je le disais, donc du vintage, de la qualité et de l'élégance. Et en fait, tu peux du coup transposer sur de la chaussure. C'est ce qu'on a fait. On a plus travaillé par contre en forme de drop pour pas amener trop de confusion. On n'a pas vocation demain à plus faire de basket et faire que des chaussures. On reste quand même un player pour le coup sur la sneaker, mais avec cette même proposition de valeur, comme je le disais, ça avait du sens pour nous de proposer à nos clients d'avoir aussi des paires un peu plus habillées pour des occasions différentes, parce que nous, étant les premiers clients de la marque, on se rend compte qu'avec des baskets, c'est un peu limitant et on a envie d'avoir aussi des beaux mocassins. Donc c'est pour ça qu'on a sorti la Loafer Climb qui fait aussi référence à la montagne de laquelle on est originaire il n'y a pas si longtemps que ça et qui a été pour le coup super bien accueilli par les clients, quoi. Alors le processus, quand on crée une paire chez Beldon, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu la gamme qu'on a actuellement et on se dit où est-ce qu'il y a des trous un petit peu dans la raquette. Ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire on va réinterpréter chaque paire un peu iconique de l'histoire de la sneaker. Alors on regarde aussi ce qui se fait sur le marché, on essaie d'être un petit peu à l'écoute des tendances, mais s'il y a une paire qui est hyper trendy, en fait, qui pour nous n'est de nulle part, on va pas forcément s'y engouffrer. On a la volonté d'à chaque fois d'avoir des produits qui sont aussi intemporels, c'est important pour nous. Et donc en gros, on va commencer le process de recherche en essayant de faire du mood board en disant c'est quoi les paires qui représentent en tout cas cet usage ou ce moment. Admettons, si on va travailler sur une running des années 60, on va essayer d'aller chercher de l'imagerie qui fait penser à ça, sur différentes marques, sur même des photos de compétition de l'époque, etc. Et essayer d'infuser tout ça. Et ensuite, on va faire une recherche de matière, de lignes et commencer à travailler comme ça. Et ensuite, il y a tout un travail de dessin qui se fait à la main, pour le coup. Donc, on ne touche pas à l'ordinateur. Et c'est avec notre designer Martin, pour le coup, qui s'en charge. Dès que les premières pistes arrivent, on fait des ajustements et ensuite, ça part directement en prod, quoi. Enfin, en sample. Alors les matières qu'on privilégie, pour le coup, c'est tout le temps le cuir. On a eu aussi, quand on a des alternatives au cuir, on essaie toujours des alternatives les moins impactantes possibles. Sur la paire là-bas, typiquement, ça c'est un nylon recyclé. On essaie à chaque fois d'avoir, pour le coup, des matériaux qui sont le moins impactants possible. Et en fait, pour moi, la qualité, elle se touche dans la durabilité du produit. Et c'est aussi en ça qu'on a notre sensibilité, on va dire, responsable. C'est que en termes d'impact, la chaussure qui impacte le moins, on va dire, et qui a le moins mauvais impact sur la planète, c'est la chaussure qu'on garde le plus longtemps. Et ça, c'est notre conviction depuis toujours. Et on s'est rendu compte que le cuir, c'était des paires qui pouvaient s'entretenir, qui duraient plus longtemps, qui avaient aussi des caractéristiques, on va dire, antibactériennes qui étaient cool. C'est pour ça qu'on en met sur les doublures. Et en fait, moi, un peu le truc que je me suis rendu compte, c'est quand je regarde les chaussures de mon père, tu peux voir des chaussures qui ont 30 ans, tu peux voir des vieilles Weston, etc., qui sont en cuir. Les chaussures en textile, c'est un peu plus compliqué. Et on a essayé plein de choses, plein d'alternatives au cuir, pour le coup, latex, des trucs, des champignons, etc. Aujourd'hui, en termes de durabilité et de feeling, on n'a pas trouvé que c'était satisfaisant pour nous ce qu'on attendait. Et aussi, moi, je trouve ça un peu bizarre quand tu te dis que tu fais un truc responsable. Tu vois, typiquement, si tu fais avec du raisin, en fait, tu dis, tu mets du raisin et que tu le blends avec, tu vois, du plastique, du caoutchouc. Et en fait, tu résous pas un problème c'est pas un déchet le raisin, ni l'ananas, ni le champignon. C'est contre-intuitif pour moi de me dire, on prend des matériaux qui sont complètement bio et biodégradables, donc par définition, et on y met du pétrole pour des matières en plus qui n'ont pas des durées de vie de fou. On s'est juste dit, aujourd'hui, en fait, tant que l'industrie animale elle existe, il y a des cuirs, il y a des peaux qui sortent. Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, de ce truc-là? Tu peux les brûler, tu peux les enfouir, mais ça aussi, pareil, c'est émetteur de déchets. Du coup, on s'est dit, ce qui est top, c'est que le cuir, à la base, c'est un déchet, ça dure longtemps, il y a quand même une sensation de qualité top. On s'est dit que c'était la meilleure des matières pour nous. Et demain, tu vois, s'il y a une matière qui est beaucoup plus responsable, qui dure plus longtemps, etc., on n'aura pas de mal à y aller. Mais aujourd'hui, de ce que je connais aujourd'hui, c'est pour moi la meilleure alternative. Pour le process de design, en gros, je vais me dire identifier les besoins sur lesquels les besoins qu'on va avoir justement sur les nouveaux designs. Et ensuite, le brief, il est soumis déjà dans un premier temps à Martin, donc un designer qui est externe, qui a été pendant longtemps responsable du footwear chez Feeling Pieces. Ensuite, il a bossé pour une marque qui est très cool, qui s'appelle Sune en Italie. Et là, il a lancé sa propre marque aussi il y a peu. Et en gros, on bosse avec lui maintenant depuis quelques saisons. Donc, il a pas mal bossé pour nous. Et lui, ce qui est super, c'est qu'il a vraiment une super compréhension de qui est la clientèle Beldon, la proposition de valeur qu'on a là-dedans. Et en fait, maintenant, il a commencé en étant juste un designer freelance. Et de plus en plus, il prend de la place et il vient donner des conseils sur la DA aussi. Il a une grande culture aussi sur la fabrication, donc aussi pour aller chercher des coûts de production un peu plus malins sans baisser la qualité. Il a une bonne connaissance, donc on travaille vraiment avec lui et il est clé pour le coup. On a 2 ateliers aujourd'hui. Le premier, c'est l'historique. Il va faire peut-être 5 ans qu'on est là-bas maintenant. Il est à Saint-Jean-de-Madère, qui s'est bizarrement spécialisé non pas dans le volume, c'est-à-dire ils n'ont pas de clients qui font énormément de volume, mais juste dans la qualité. Et ils ont même une espèce de logique
dis que quand tu commences à faire trop de volume, ils disent va sur une autre usine parce qu'ils ont eu ils ont vécu une dépendance à une marque il y a très longtemps et voilà, ils avaient beaucoup d'usines, ils en ont fermé une à cause de ça. Donc maintenant ils font vachement attention. Mais ce qui est marrant, c'est que lui il bosse avec des marques de luxe et en fait ce qui est super, c'est que au moment où on est en train de se lancer, on voulait vraiment avoir un produit de bonne qualité. C'est lui qui nous a permis de nous aussi acculturer parce que comme je le disais, on n'était pas chausseurs et en fait en voyant toutes ces belles marques chez lui, en voyant que les belles choses avaient un prix, et en nous expliquant un peu tout ça, on a vraiment appris le métier à côté de lui. Donc ça c'est un fournisseur clé qu'on a depuis toujours. Sur l'évolution du marché de la chaussure, ça a eu le vent en poupe pendant longtemps. Je pense que ça s'est un peu calmé parce qu'on voit même dans la rue, en fait, c'est le meilleur moyen de voir un petit peu le ressenti marché, quoi. T'as les chiffres évidemment, mais en fait dans la rue tu te rends compte que les loafers sont revenus à fond, le plus habillé. Ça veut pas dire que la sneaker est morte, mais il y a quand même un rééquilibrage. À l'époque c'était sneaker. J'ai un peu l'impression que les gens aujourd'hui sont un peu plus prêts à prendre des marques indépendantes, en tout cas avec moins de renommée. La Caval, Aloas aussi, t'as des marques qui n'existaient pas il y a 10-15 ans, etc. et qui sont des vraies places sur le marché avec des belles propositions de valeur. Tu vois toujours des Adidas, etc., des Gazelle évidemment, etc. Mais c'est moins le cas qu'à l'époque où il y avait l'hégémonie Stan Smith, admettons, où t'avais que ça. Donc je trouve ça sympa d'avoir des nouveaux players, en plus européens sur notre marché, avec des propositions de valeur qui sont super sympas et des prix qui sont pour le coup un peu plus chers, mais qui sont pas déraisonnablement plus chers que ces grosses marques-là très installées. Je trouve que le marché devient pour le coup, pour les nouveaux entrants, très compliqué. J'ai l'impression que depuis 5 ans, j'ai pas vu grand monde arriver et sortir, sauf avec des propositions de valeur très edgy, donc soit sur du style, soit sur des responsabilités, ou en tout cas un discours de responsabilité, mais même, je trouve ça compliqué. J'ai l'impression que l'acquisition de clients, c'est devenu dur, et qu'aujourd'hui, il y a un peu plutôt la pyramide qui s'effondre, avec pas mal de collègues qu'on aimait bien qui sont partis pour le coup malheureusement, et moins de personnes qui rentrent. Donc il y a un peu un assainissement, on va dire, de l'offre en France. Ça montre aussi que le marché est un peu en souffrance, et c'est le cas aussi pour le coup, et malheureusement pour nous, des marques premium, c'est-à-dire qu'on a des price points qui sont un peu élevés, et nous ça a nourri une réflexion chez nous. On n'a pas voulu bouger le cahier des charges, et en fait on a subi beaucoup d'augmentation de prix de matière. Donc on a le gros de l'offre qui est au-dessus des 200 €, et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui la basket blanche notamment, c'est un produit qui est pas identitaire, c'est un produit, j'ai presque dit, inconsommable, même si nous on fait des produits qui durent longtemps, mais c'est une paire blanche à 240 €. En gros, il faut vraiment que la qualité soit folle, et même ça suffit pas, il faut qu'il y ait quelque chose de statutaire, chose que nous on n'a pas forcément. Donc là on est en train de retravailler pour avoir en tout cas des designs qui sont un peu moins consommateurs de cuir, avec aussi moins de profondeur de gamme, mais plus de volume par couleur, pour essayer de renégocier un petit peu les prix et proposer un meilleur rapport qualité-prix pour nos clients, parce qu'on pense que pour la basket, c'est important d'être au-dessous de cette tarif-là quand on est sur un marché en France. Le marché mondial ensuite il est un peu différent. Je sais que tu vois au Japon typiquement, nous le prix c'est pas trop un problème, même si vu que la monnaie est très faible, c'est devenu un problème, mais en gros les paires sont vendues 300 $ quoi. Donc, alors je sais pas si c'est plus dur à dessiner la complexité que la simplicité. Je trouve que ce qui est difficile, c'est que dans l'équation, il y a une espèce de truc imperceptible de justesse qui doit sortir d'un produit minimaliste. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une question de sensibilité, mais en fait, ça se joue vraiment à quelques lignes, à quelques proportions, la forme. On travaille beaucoup pour le coup sur la forme des produits, sur le lace qu'on utilise pour développer les paires. Ce qui est pas simple, c'est qu'on essaie d'avoir des paires élégantes. Et en fait, à vouloir être trop minimaliste, des fois, tu tombes un petit peu dans quelque chose qui est pas assez identitaire. Faut faire attention à ces justes valeurs-là. Donc là, on est sur un travail aussi d'identification parmi toutes les paires, de gimmick. Comme ça, normalement, qu'il y ait une paire qui est volontairement, tu vois, qui est une paire qui, dans l'idée, une paire qui doit accueillir beaucoup d'empiècements. On s'est un peu cassé la tête pour avoir quelque chose de, en fait, assez minimaliste. Et encore une fois, on s'est juste dit, la contrainte là, c'est qu'on va utiliser 4 matières. Les 4 matières qu'on utilise tout le temps. Le nappa à cuir lisse, le suède et le nubuck. Et ensuite, on va reprendre un petit peu le gimmick de la chaussure de trail avec du coup un canevas. Et donc ça, pareil, c'est un éconil, donc un nylon recyclé. Et donc en gros, on a 4 matières sur une paire où finalement il n'y a pas beaucoup d'empiècements. Et pour le coup, ça a été un des meilleurs démarrages qu'on a fait depuis le lancement de la marque. Donc en fait, nous on y croit assez à cette élégance, à ce minimalisme là, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas simple quand il faut dessiner. Et ensuite, il faut trouver le bon juste milieu. Alors sur le sujet des collabs, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire pour le coup, et en fait on a été un peu victime du staffing de la boîte, c'est-à-dire vu qu'on est une petite équipe, c'était compliqué de faire des chantiers. En fait ça c'est des chantiers, on va dire, un peu de fond, et en fait quand tu es un petit peu pressé par l'opérationnel, tu vois, tu as du mal à te poser et à réfléchir à tout ça, mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. Et en fait qu'on aimerait faire, on a déjà fait des collabs, tu vois, typiquement avec des influenceurs. La première qu'on a fait, c'était avec Lucas Lacio, et il est fait en précommande que pour sa communauté. On voulait un truc vraiment exclusif, on avait une idée de dire si on fait une collab tellement exclusive qu'en fait c'est que tes followers qui sont au courant.
courant, etc. Le seul truc que je veux pas, c'est qu'on a eu un moment eu tendance à essayer de faire des espèces de fausses collabs, tu sais, c'est des trucs du genre on cross concours sur Insta, etc. Et les utilisateurs Insta et moi le premier, on est tellement on va dire sous avec ce genre de choses que la collab doit vraiment apporter quelque chose d'intéressant pour les deux marques. Et donc j'ai pas mal d'idées, il va falloir juste que je rencontre du coup les personnes et que je démarche. Mais nous, notre métier, c'est la basket. Il y a plein de marques qui font soit du vêtement, soit qui travaillent des matières particulières, soit qui ont un métier qui fait qu'il y a des porosités avec l'usage citadin de la basket, avec lesquels on pourrait faire des collabs super cool. Mais pour l'instant, on n'en a pas fait beaucoup. Ouais. Une collab, pour le coup, rêvée, pour moi, ça serait APC, en fait, parce que pour le coup, c'est une marque qui a ouvert un petit peu le sillon du luxe, on va dire, quiet, avec vraiment des prix qui sont pas gigantesques, mais une bonne qualité, une bonne, je trouve, intuition sur l'élégance, et puis qui représente un truc assez français, assez parisien, moi que j'aime beaucoup. Et la Beldon, à mon sens, c'est la paire parfaite pour terminer une silhouette, tu vois, APC, quoi. Alors, est-ce que le Made in Europe, ça suffit pour une marque responsable? Je pense pas. Déjà, rien que tu parles de Made in Europe, il y a plein de Made in Europe. Et moi qui connais bien pour le coup le Portugal, il y a plein de Made in Portugal différents aussi. Il faut faire attention un petit peu à ces légendes un petit peu en disant bah c'est bon, je sais que j'achète en Europe, donc c'est un produit 100% responsable. Tu peux avoir des trucs aussi, on avait fait typiquement contre-typé la paire en Italie. Tu te rends compte qu'on a des prix pas très chers. Donc en fait, on se dit mais comment c'est possible? En grattant, tu te rends compte que la piqûre, la découpe et du coup la couture, elle est faite en Albanie par des gens dont tu verras jamais. En fait, tu as quelque chose qui est vite nébuleux. Ce que j'aime bien, par contre, en Europe, c'est la facilité d'aller sur place. Quand je fais une commande, je vois les filles qui réceptionnent les colis, les gars qui font la coupe, les personnes qui font la couture, les personnes qui font le montage. Enfin, on voit la paire vraiment de A à Z et tu vois les conditions de travail. Alors, ça reste de l'usine, ça reste des métiers qui sont parfois pénibles et c'est bien fait parce que t'as des postes qui tournent pour pas qu'il y ait trop de répétitivité, on va dire, dans les mouvements. Mais après, ça reste des métiers quasiment semi-artisanaux avec des machines et pour le coup, moi, dans les usines avec lesquelles on travaille, tu te rends compte que les gens sont quand même bien traités, quoi. Il y a des adultes bien traités avec de la lumière, qui sont en plus dans des bassins où il y a pas mal de travail et donc du coup il y a les salaires qui sont compétitifs. Ça c'est la partie confection et sur l'autre partie c'est la matière première. Donc là la traçabilité c'est très dur sur les matières premières. On travaille avec des usines qui sont Leather Working Group Gold, qui est une certification pour le coup qui donne des bonnes pratiques. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire qu'en gros il y a quand même un cadre qui est assez strict. Donc on est attentif à ça. Voilà, mais pour le consommateur c'est compliqué parce qu'effectivement la seule mention qu'il va avoir c'est Made in Europe. Après voilà, en termes de qualité, on prend le produit dans la main et on se rend compte en général. Alors les paires qui m'ont marqué dans la vie, alors c'est marrant, les premiers souvenirs de paires que j'ai, c'est des paires que je rêvais avoir quand j'étais gamin. Il y avait un Foot Locker qui venait d'ouvrir à Grenoble dans la ville de naissance et j'avais trop envie d'avoir des Air Max et donc à Noël j'ai eu la chance d'en avoir, donc j'ai eu ça et après j'avais eu des Adidas, des espèces de gazelle pétrole que j'adorais. Donc ça c'était un peu des objets de désir quand j'étais jeune et surtout il y avait un truc éminemment on va dire statutaire d'être le cool kid quand t'arrivais justement avec des paires et sachant que ma mère était fan de Gémeaux, donc moi c'était compliqué pour avoir des paires un peu cool. Ensuite, en vieillissant, j'ai grandi aussi à côté de l'usine Paraboot. Et dans ma famille, tout le monde a eu des Michael, donc c'est un peu ce que je mets quand je mets pas de Beldon. J'ai un côté très pour le coup vintage. J'aime bien les vieilles Chuck Taylor. J'aime bien, tu vois, des chaussures même de l'armée. Donc ça peut être les Gats, les German Army Trainer que tu peux trouver en fripe, etc. Moi, j'ai un peu ce truc-là d'aller chercher des paires vintage qui sont pas vues de partout. Et j'ai un peu de mal avec les paires de masse, quoi. Des paires qui pourraient me faire kiffer, ça serait des paires habillées, pas des baskets, mais genre des Alden en Cordovan, genre de paires là, quoi. Pour le coup, le loafer, c'était quasiment un petit caprice qu'on s'est fait. C'est qu'avec mon associé, on en voulait une, donc on l'a faite. Il y avait cette tendance marché, on avait envie de le faire et on s'est dit que voilà, l'usine dans laquelle on est, elle sait le faire aussi. Et on s'est dit là qu'on allait lancer un petit drop pour voir comment ça réagissait. On voulait aussi quelque chose qui était différent pour le coup sur le marché. Donc en fait, on a pris évidemment une forme de loafer, on va dire assez classique, pas trop ronde non plus devant. Et on est venu mettre un petit peu des clins d'œil à notre origine, donc la montagne, avec une semelle commando assez épaisse, une trépointe pour le coup en norvégienne, ce que tu vois typiquement sur les Paraboot, donc assez rustique, assez héritage. Et ensuite le petit twist, les D-rings là, donc qui sont inspirés de chaussures de randonnée. Et donc on a travaillé avec des surpiqûres aussi contrastées pour refaire sortir ce côté citadin, moi que j'aime bien. Et ouais, pour moi c'est un produit auquel je tiens beaucoup. C'est pas un produit sur lequel on fait du volume, c'est un produit pour moi qui a un excellent rapport qualité-prix chez nous, un peu comme toutes nos paires, mais celui-là particulièrement parce qu'il coûte très cher à produire. On s'est vraiment fait plaisir, là c'était vraiment une paire de kiff. Ça ferme pas
du tout l'apport de cette expérience-là à avoir une ligne de casual. Il faut juste travailler de priorité. La priorité qu'on a aujourd'hui, c'est de continuer à développer un petit peu la gamme sneaker parce que je pense qu'il y a des tours dans la raquette. Là, on parle notamment de petites sneakers un peu ballerines, mais très légères qu'on est en train de développer. On va essayer de faire aussi une B0 dans l'esprit un peu moins cher avec du coup moins de consommation de cuir et un peu plus de détails sur la paire. Et ensuite, on va continuer à venir agrémenter tout ça avec du casual, mais toujours avec cette même proposition de valeur là et un petit twist dans la ligne casual qui rappellera un petit peu l'héritage montagne. Donc je vais te présenter chronologiquement un peu les paires. Donc la première c'est B0. On a le petit tag qui est derrière, donc B et 0. C'est parce que le projet c'était Beldon et 0 parce que c'est la première paire. Donc en fait on a commencé à développer avec ce nom de code en interne et au final le jour où on était à l'usine, il fallait choisir le nom de code et du coup c'est resté. Donc là c'est la première paire qu'on a dessinée. L'idée là c'était vraiment d'incarner la proposition de valeur la plus basique de Beldon, donc c'est-à-dire un design élégant, minimaliste avec une belle confection. Et aujourd'hui encore c'est notre best-seller, cette paire elle a 7 ans. Elle prend pas trop de coups de vieux pour le coup, ça reste un classique chez nous. On l'a décliné en plein de couleurs différentes. On a fait une version velcro. C'est aussi une paire pour le coup qui a super bien marché côté femme. Ensuite, on a eu donc B1, B2, B3 qu'on est en train de discard. B4 aussi. Donc on va passer tout de suite à B6. Donc ça, la B6, comme je disais, à chaque fois on prend un peu une inspiration. Ça, c'est une chaussure de running des années 60. En fait, ce qu'on a pris comme marqueur stylistique, c'est la semelle en EVA, donc avec un drop qui est assez important, très épais derrière et plus fin devant, avec aussi des layers qu'on avait bien coupé à la main et une semelle avec de l'adhérence en rubber. Et pareil là-dessus, on est revenu mettre de l'éconyle, donc du nylon, et on le mixer avec des matières plus nobles, donc du suède, du nappa, etc. Donc ça, c'est une paire aussi avec deux lacets comme on va dire toutes nos paires hors la B0. Donc ça, c'est B6. Ensuite B7, pile dans la traîne, mais cette paire chez nous, elle a déjà un peu plus de 2 ans maintenant. L'idée, c'était de faire une chaussure de football des années 50, donc que tu peux trouver chez Adidas dans la Samba, Gazelle, etc. Profil assez low. C'était en fait une prouesse un peu technique parce qu'à l'usine, ils n'étaient pas hyper à l'aise à la base de faire des chaussures assis près du pied comme ça. C'était assez long à mettre en place. Il y a ce côté vintage, mais en fait, on a vraiment travaillé beaucoup les décorations avec les stitches et le mélange de matière. Et la paire, je la trouve super équilibrée. C'est une de mes préférées en ce moment. Donc. Ensuite, il y a eu B8. Donc ça, l'idée, c'était d'élever un peu le propos d'une B0. L'inspiration, c'est plutôt une chaussure de basketball des années 80. Ouais, pareil, là, c'était l'idée de faire intervenir la montagne dans le style. Donc en fait, à chaque fois, on va retrouver des lignes convergentes. Un petit gimmick stylistique qu'on a aussi ici, qu'on retrouve également sur la dernière, la B9, et donc ça c'est notre dernier produit en date avec du coup une semelle Vibram, et une semelle normalement qui est destinée à faire du trail running, donc avec une super adhérence, très molle, hyper confortable, et on est venu mettre un upper pour le coup qui est beaucoup plus urbain, avec assez peu d'empiècement pour ce type de produit là, mais on est venu mettre du coup du nappa, donc cuir lisse, du nubuck et du suède pour une paire qui incarne la promesse Beldon, inspirée un petit peu de la montagne mais avec la volonté d'être mis en ville quoi. Le conseil que je pourrais donner aux néo-entrepreneurs, ça dépend des caractères des gens, mais je pense que c'est important d'aimer un peu le fond parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose d'assez rêvé sur le côté de liberté, entrepreneuriat, quelque chose d'assez créatif. Aujourd'hui, la partie créative de Beldon, ça représente même pas 10% du temps, quoi. Des fois, quand je vois des personnes qui disent moi j'adore faire du design de sneakers, de faire de la DA, etc. En fait, c'est peut-être mieux d'être freelance ou d'aller dans des agences pour le faire que vraiment d'être dans une marque. Parce qu'il y a beaucoup d'opérationnels, il y a beaucoup de trucs qui sont pas forcément sexy et le truc c'est que par définition quand tu es un entrepreneur il faut que tu sois capable d'aller dans plusieurs niveaux, donc du stratégique, des endroits où tu te fais plus plaisir, des endroits où tu as moins envie d'aller. Gros défi que j'ai eu personnellement et qui est toujours le défi qu'on a eu aussi chez Beldon, de s'enfermer dans quelque chose où on s'est toujours dit ça on sait faire, etc. On sait faire, et rajouter un petit peu des couches de travail. Tu en as ouvert le wholesale, on n'a pas pris de personne pour le wholesale en interne, donc en fait on a eu un peu tendance à se laisser ensevelir sur une charge de travail qui faisait que grossir, et en fait tu te rends compte au bout d'un moment que ta charge de travail elle est infinie mais que le temps il est fini. Donc il y a un truc de staffing qui est important à garder en tête, et je pense que ça fait partie aussi de l'histoire de l'entreprise d'arriver à onboarder des gens et en fait la chance qu'on a c'est qu'on travaille dans des industries qui sont quand même super cool. No offense pour ceux qui font des Velux ou des brouettes parce que c'est sûrement très cool, mais en gros nous on a des gens, on a des métiers qui sont des métiers passion quoi, où on peut aller voir des usines, voir des produits, c'est quand même hyper sympa, c'est ludique, etc. Il ne faut pas se priver d'avoir des gens qui sont motivés, qui ont envie de travailler dans l'industrie et qui peuvent se sentir, en tout cas quand ils rentrent dans des petites marques, hyper concernés par le succès de la marque parce qu'il y a tout à faire quoi. Et en gros quand tu rentres dans des petites marques, ta voix elle compte beaucoup plus que quand tu comptes dans des grosses quoi. Je
dirais, l'or de Zeta, vu que je la connais bien et que on a une vision un peu différente, comme je disais, sur le produit, mais je trouve que c'est plutôt fort ce qu'elle a réussi à monter. Et voilà, je sais qu'elle a des beaux projets pour sa marque, donc plutôt cool. Si vous voulez pas manquer les actualités Beldon et les nouveaux produits qu'on a sortis avec la refonte de gamme dont je parlais, il faut aller sur beldon.com, s'abonner à la newsletter, c'est toujours mieux. Et sinon nous suivre sur les réseaux, on est principalement sur Instagram, alors beldon@paris et bientôt sur TikTok. N'hésitez pas, suivez-nous et contactez-nous si vous avez des questions.